Junko Furuta, lycéenne japonaise, est née le 18 janvier 1971 à Misato City, dans la préfecture de Saitama. Elle vivait avec ses parents, fréquentait le lycée Yao Minami et travaillait à temps partiel dans une usine de plastique pour économiser de l'argent en vue de voyager après l'obtention de son diplôme. Junko était une élève exemplaire, manquant rarement les cours et ayant de bonnes notes, ce qui la rendait populaire parmi ses camarades. Elle rêvait de devenir une idole, symbole de la culture pop japonaise, incarnant une image pure et séduisante. Cependant, sa vie a été tragiquement interrompue par un crime brutal. Ce crime a été considéré comme le pire cas de délinquance juvénile dans le Japon de l'après-guerre. Le 25 novembre 1988, les mineurs Hiroshi Miyano, Jyo Ogura, Shinji Minato et Yasushi Watanabe ont enlevé une lycéenne de 17 ans, Junko Furuta, qui vivait à Misato City, dans la préfecture de Saitama. Pendant plusieurs semaines, les auteurs de l'enlèvement l'ont détenue de force au domicile des parents de l'un des ravisseurs. Les copains avaient l'habitude de commettre des viols collectifs avec succès. Avant le cas de Furuta, ils avaient également enlevé une autre fille, qu'ils avaient ensuite relâchée vivante. Pour compliquer la tâche de la police, l'un des ravisseurs a forcé Furuta à appeler ses parents et à leur dire qu'elle s'était enfuie de chez elle, qu'elle se trouvait chez une amie et qu'elle n'était pas en danger. Il a également menacé Furuta de se faire passer pour la petite amie d'un des petits amis du kidnappeur en présence des propriétaires de la maison. Ce comportement a cessé d'être nécessaire lorsqu'il est devenu évident que ces derniers n'allaient pas appeler la police. La jeune fille a tenté de s'échapper à plusieurs reprises, suppliant les parents du garçon, chez qui elle était retenue, de l'aider, mais ils n'ont rien fait, craignant la vengeance de Miyano, qui était à l'époque à la tête d'un petit groupe de Yakuza et avait déclaré qu'il utiliserait ses relations et tuerait quiconque oserait s'opposer à lui. Le 25 novembre 1988, les mineurs Hiroshi Miyano, Jyo Ogura, Shinji Minato et Yasushi Watanabe ont enlevé une lycéenne de 17 ans, Junko Furuta, qui vivait à Misato City, dans la préfecture de Saitama. Pendant plusieurs semaines, les auteurs de l'enlèvement l'ont détenue de force au domicile des parents de l'un des ravisseurs. Les copains avaient l'habitude de commettre des viols collectifs avec succès. Avant le cas de Furuta, ils avaient également enlevé une autre fille, qu'ils avaient ensuite relâchée vivante. Pour compliquer la tâche de la police, l'un des ravisseurs a forcé Furuta à appeler ses parents et à leur dire qu'elle s'était enfuie de chez elle, qu'elle se trouvait chez une amie et qu'elle n'était pas en danger. Il a également menacé Furuta de se faire passer pour la petite amie d'un des petits amis du kidnappeur, en présence des propriétaires de la maison. Ce comportement a cessé d'être nécessaire lorsqu'il est devenu évident que ces derniers n'allaient pas appeler la police. La jeune fille a tenté de s'échapper à plusieurs reprises, suppliant les parents du garçon, chez qui elle était retenue, de l'aider, mais ils n'ont rien fait, craignant la vengeance de Miyano, qui était à l'époque à la tête d'un petit groupe de Yakuza, et avait déclaré qu'il utiliserait ses relations et tuerait quiconque oserait s'opposer à lui. Pour éviter les poursuites, l'un d'entre eux a forcé Furuta à mentir à ses parents en disant qu'elle avait fui son domicile et qu'elle était en sécurité dans la maison de son ami. On lui a également demandé de mentir en disant qu'elle était la petite amie de l'un des ravisseurs. Les parents du jeune homme savaient qu'il s'agissait d'un mensonge, mais ils ne pouvaient rien faire, car l'un des ravisseurs était membre du Yakuza et menaçait d'utiliser ses relations contre les parents s'il disait la vérité à qui que ce soit, s'il ne disait rien à personne. Laissez-moi vous raconter ce que les agresseurs lui ont fait subir chaque jour. Jour 1, kidnappé. Obligé de se présenter comme l'ami d'un des garçons, violé plus de 400 fois, privé de nourriture et d'eau, forcé de manger des cafards et de boire sa propre urine. Jour 11.
Furuta a été battue un nombre incalculable de fois. Elle a été suspendue à un toit, les mains attachées et son corps utilisé comme punching ball. La jeune fille vomit en essayant de boire de l'eau, tente de s'enfuir et est punie pour cela par des brûlures de cigarettes sur les bras. Furut a versé un liquide inflammable sur ses jambes et y a mis le feu. Une bouteille cassée a été introduite dans son anus, laissant la jeune fille avec de multiples blessures. Jour 20. Elle ne pouvait pas marcher en raison de graves brûlures aux jambes. Elle a été battue avec des bâtons de bambou. Ses mains ont été écrasées, ses ongles cassés, et elle a été frappée avec une batte de golf. Les rayons d'un grill de poulet chaud ont été insérés dans son vagin et son anus, ce qui a provoqué des saignements chez la jeune fille. Jour 30. De la cire chaude a été versée sur son visage. Des aiguilles ont été insérées dans ses seins. Ses mamelons ont été tirés avec des pinces et des ciseaux ont été insérés dans son vagin, provoquant de graves hémorragies. À cause de ses blessures, il lui a fallu 1 heure pour ramper jusqu'aux toilettes. Tympan gravement endommagé, réduction radicale de la taille du cerveau. Jour 40. La jeune fille a demandé à ses bourreaux ce qui suit « Tuez-moi et finissez-en rapidement ». Jour 44. 4 jeunes hommes mutilent son corps avec une barre de fer, brûlent son visage et ses yeux avec une bougie, puis versent de l'essence à briquet sur ses jambes, ses bras, son visage et son ventre, et les brûlent également. La torture finale a duré 2 heures. Furuta est mort d'un choc douloureux le même jour. À l'hôpital psychiatrique, les jeunes hommes arrêtés pour le meurtre de Furuta ont déclaré aux médecins qu'ils ne savaient pas comment la victime avait pu souffrir, pensant que la jeune fille faisait semblant. Après leur arrestation, les auteurs ont déclaré que peut-être une centaine d'autres personnes savaient que la jeune fille était emprisonnée dans cette maison. Mais on ne sait toujours pas si ces personnes avaient simplement été dans cette maison ou si elles avaient également participé aux tortures et aux viols. Le lendemain de la mort de Furuta, les jeunes bourreaux ont placé son corps torturé dans un tonneau, l'ont rempli de mortier de ciment et l'ont jeté sur un chantier de construction près du quartier de Koto à Tokyo. Au Japon, l'affaire Furuta a été connue sous le nom de meurtre de la lycéenne et affaire du ciment. Les auteurs ont été arrêtés et jugés comme des adultes, mais, comme l'exige le système japonais de justice pour mineurs, leurs noms n'ont pas été divulgués. L'hebdomadaire Shukan Bunshun a toutefois rendu publique l'identité des meurtriers, arguant que les droits de l'homme ne s'appliquaient pas au bétail. Les détails personnels et les antécédents de la victime du crime ont également été détaillés dans les médias. En vertu de la loi japonaise, les adolescents ont été jugés comme des adultes et leurs noms n'ont pas été divulgués. Cependant, Shukan Bunshun a rendu publique l'identité des tueurs, arguant que les droits de l'homme ne s'appliquent pas au bétail. Les détails personnels et la biographie de la victime du crime ont également été couverts en détail par les médias. Les auteurs ont plaidé partiellement coupables. Ils ont seulement avoué avoir infligé des lésions corporelles ayant entraîné la mort de la victime, tout en niant les accusations de meurtre. En juillet 1990, les adolescents ont été condamnés à des peines de prison allant de 8 à 20 ans. Les parents du défunt, n'étant pas satisfaits de la sentence, ils ont fait appel et ont intenté un procès aux parents du co-accusé, dans la maison duquel le crime a eu lieu. Certaines des charges ont été abandonnées en raison de preuves contradictoires. Le sperme et les poils pubiens trouvés sur le cadavre de la personne décédée ne correspondaient pas au sperme et aux poils pubiens des personnes condamnées. L'action en justice a donc été rejetée. Hiroshi Miyano, qui a été reconnu comme l'auteur principal de l'infraction et a purgé une peine de 20 ans de prison, jusqu'en 2009. Jyo Ogura, reconnu comme son second, ainsi que Shinji Minato et Yasushi Watanabe ont passé 8 ans dans la colonie pour mineurs et ont été libérés en 1999.
Tous les délinquants ont changé de nom à leur libération. La justice pour mineurs était en vigueur au Japon à l'époque des faits décrits. C'est pour cette raison que les représentants des structures officielles n'ont pas donné de commentaires détaillés sur le déroulement de l'enquête et ont dissimulé l'identité de tous les criminels. Pour la première fois, les vrais noms des assassins sont apparus dans le journal Shikan Bunshun, dont les correspondants ont déclaré que les droits des personnes ne s'appliquent pas au bétail. C'est dans cette publication qu'ont été publiées les biographies des auteurs et de nombreux détails choquants sur le meurtre. Hiroshi Miyano et ses complices ont presque immédiatement commencé à coopérer à l'enquête. Les sadiques juvéniles ont raconté en détail comment ils avaient torturé la jeune fille. Dans leur témoignage, les enquêteurs ont déclaré que le meurtre de Junko Furuta ne faisait pas partie de leur plan. Les auteurs ont affirmé qu'ils ne s'étaient rendus compte qu'après la mort de la victime de la gravité des blessures qu'ils lui infligeaient. Selon les tueurs, ils ont pensé jusqu'au dernier moment que Junko faisait semblant de souffrir et d'être en détresse. Au moment des procès, tous les auteurs étaient mineurs. Malgré cela, ils ont été jugés comme des adultes, avec toute la rigueur des lois locales. Le tribunal a déclaré les 4 accusés coupables. Pour la torture et le meurtre de Junko Furuta, les auteurs ont été condamnés à des peines allant de 4 à 17 ans de prison. La peine a semblé très clémente aux victimes, les parents de la jeune fille assassinée. Les parents de Junko ont même tenté de faire appel de la décision du tribunal. Cependant, pour un certain nombre de raisons, ils n'y sont pas parvenus. Le principal responsable, Hiroshi Miyano, c'est dans sa maison que la victime a été détenue, a purgé une peine de 17 ans de prison. La première chose qu'il a faite après sa libération a été de changer de nom de famille. Son complice le plus actif a fait de même. Apparemment, les criminels ont compris que des meurtres sont commis au Japon comme dans n'importe quel autre pays, mais leurs atrocités ne seront jamais oubliées par leurs compatriotes. En plus de ces conditions, le tribunal a également ordonné à la famille de l'un des participants au crime, Nobuharu Minato, de verser une compensation à la famille Furato d'un montant de 425 000 $. Cette somme n'a jamais été versée aux proches de Junko. Les époux de Minato ont donné tout l'argent pour lequel ils ont dû vendre la maison à des amis de leur propre fils après leur sortie de prison. Quant aux parents des autres violeurs, ils ne se considèrent pas tous comme coupables. Par exemple, la mère de Hiroshi Miyano, qui a continué à purger sa peine tandis que ses amis retrouvés à la liberté, était persuadée que la meurtrière Junko Furuta était responsable du chagrin de son fils et a même tenté de profaner la tombe de la jeune fille. Miyano lui-même, qui a changé son nom de Hiroshi à Yokoyama, a été libéré de prison en 2009. Pendant sa sortie, il a poursuivi ses relations avec les Yakuza, s'est mis au kickboxing, s'est fait connaître pour son penchant pour la violence sexualisée et, en 2013, a failli retourner en prison. Depuis lors, on a peu de nouvelles de lui, si ce n'est qu'il gagne sa vie grâce à des programmes de marketing à paliers multiples et qu'il conduit une BMW. Floride, matinée ensoleillée. On frappe avec insistance à la porte d'une confortable maison de banlieue. Un clown tireur portant des fleurs et des ballons s'est présenté au domicile de Marlon Warren dans le complexe d'appartements ACL et lui a tiré une balle dans le visage. Bien avant la sortie du roman It de Stephen King ou du film Horrifying, cette image de vacances colorées inspirait déjà la peur. Des criminels sanguinaires se sont cachés plus d'une fois derrière le masque du clown, transformant son sourire en symbole de terreur. Leurs crimes ont laissé une trace si sombre que les forces de l'ordre ont même créé un fichier de surveillance des clowns spécial, enregistrant toute apparition du clown. Ce clown a été filmé le long d'un chemin de terre, ce qui a constitué une piste importante. L'enquête a conduit les détectives à la découverte choquante des nombreux secrets de la famille Warren.
Mais ce n'est que 27 ans plus tard, en 2023, que la vérité a finalement été révélée, exposant une histoire encore plus sombre que ce que l'on pensait au départ. Qui se trouvait sur le chemin de Marlene Warren? Le clown a sorti une arme et a tiré une balle dans le visage de la femme. Les voisins ont entendu ce qui ressemblait à un coup de feu et se sont précipités dehors, mais tout ce qu'ils ont vu, c'est une voiture qui s'éloignait. Joe Renz, le fils de Marlene, confie sa mère à des amis et après avoir appelé une ambulance et la police, se précipite pour rattraper le clown. À un moment donné, il aperçoit une Chrysler blanche. Une ambulance arrive et il accompagne sa mère à l'hôpital. Pendant ce temps, la police et l'équipe médico-légale parcourent les lieux du crime pour recueillir des preuves. Ils ne trouvent que des fleurs dans un panier de paille et 2 ballons. Les amis de Joe qui sont restés dans la maison racontent aux inspecteurs ce qu'ils ont vu. Tout s'est passé très vite. Quelqu'un a frappé à la porte, Marlene a ouvert, accepté le cadeau et un coup de feu a immédiatement suivi. Le clown s'est retourné calmement et s'est éloigné vers une Chrysler blanche. La famille Warren. Qui sont-ils? La première chose que font les inspecteurs est de lancer un avis de recherche pour la Chrysler blanche, en supposant que l'auteur a acheté des fleurs et des ballons à proximité. En interrogeant les voisins et les connaissances de Marlene, les enquêteurs tentent de trouver un mobile. Marlene Warren a grandi dans le Michigan, dans la ferme de son grand-père, près de Détroit. Elle aimait faire de la pâtisserie, s'intéressait à l'art et était douée pour le dessin, en particulier celui des clowns. Sa mère possède encore ses peintures de comédiens tristes et drôles maquillés. À l'âge de 15 ans, Marlene est devenue mère. La famille n'est pas enchantée, mais accepte sa décision. 2 ans plus tard, elle donne naissance à son 2e fils. Mais son mari change après avoir servi au Vietnam. Il s'est mis à boire et à mener une vie dissolue. Finalement, Marlene a décidé de partir, sauvant ainsi sa vie et celle de ses enfants. Il a ensuite été tué dans un accident de voiture. Peu avant cette tragédie, elle a rencontré Michael Warren. Ambitieux et déterminé, il s'est occupé de ses enfants et ils se sont bientôt mariés. Le couple s'installe dans le sud de la Floride où il commence à investir dans l'immobilier. Marlene gère toutes les affaires et Michael lance une société de location de voitures pour les clients ayant de mauvais antécédents en matière de crédit. L'entreprise est florissante, mais la relation du couple commence à s'effriter. Marlene gère l'immobilier et Michael s'intéresse aux voitures, aux courses de chevaux et achète même un avion. Les voisins commencent à douter de l'honnêteté de Michael. Il vole un avion, son cheval meurt dans des circonstances étranges. En 1983, il est arrêté pour fraude au kilométrage. Il plaide coupable et est condamné à 18 mois de prison avec sursis. La confiance de Marlene s'en trouve sérieusement entamée. En 1988, une tragédie frappe la famille. Le fils aîné de Marlene meurt dans un accident de voiture, tout comme son père. Elle a le cœur brisé, mais Michael ne lui témoigne aucune sympathie. Bientôt, Sheila Keane entre dans sa vie. Elle s'efforçait toujours de trouver une solution de compromis, satisfaisant les 2 parties dans toute situation difficile. Plusieurs officiers qui ont rendu visite à ses clients pour leur poser des questions sur le propriétaire n'ont eu aucun mal à confirmer les propos de Joe. Elle était respectée, appréciée et même aimée, car ils savaient que Marlene Warren ne les laisserait jamais sans toit en cas d'urgence financière. Sheila Keane accepte également de témoigner de son plein gré. « Je veux juste que vous compreniez que vous êtes ici de votre plein gré et que vous pouvez partir à tout moment », lui rappellent les inspecteurs. De plus en plus de personnes affirment qu'elle avait une relation sérieuse avec un certain homme. Nous essayons simplement de connaître les détails. Pourquoi le croit-on? Demandent les enquêteurs. Qu'est-ce que je peux dire? Pour autant que je sache, beaucoup de femmes voulaient être avec lui. Elles pensaient que j'étais avec lui, mais ce n'était pas le cas. Nous n'avions pas de relation intime, répond-elle. Joe Renz,
Fils de feu Marlène Warren et ses amis sont convaincus que le tueur est un homme. Cependant, en regardant Sheila Keane, les détectives ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'elle aurait pu avoir l'air plus masculine dans son costume de clown. Sheila est une jeune femme séduisante, mais son style est loin d'être sophistiqué. Vêtements amples, jeans, t-shirts, chaussures grossières, pas de bijoux ni de maquillage. Avez-vous un costume de clown? Non. En avez-vous déjà acheté un? Non, jamais. De plus, Sheila n'a pratiquement aucun alibi. Elle affirme qu'elle était en train de rendre des voitures de location lorsque le clown a attaqué Marlène, mais elle ne peut citer aucune adresse où sa présence pourrait être confirmée. Les soupçons ne suffisent pas pour procéder à une arrestation. Êtes-vous en train de dire que je suis un suspect? Nous disons qu'il y a un certain nombre de circonstances qui font penser que vous avez pu être impliqué dans ce délit. Je pense que j'ai besoin d'un avocat. À ce stade, Sheila Keane cesse de coopérer à l'enquête, mais, contre toute attente, donne volontairement ses cheveux aux inspecteurs pour qu'ils les analysent, alors que personne ne lui a demandé de le faire. Cet acte renforce encore les soupçons. Michael Warren attire également l'attention des enquêteurs, mais il dispose d'un alibi en béton, confirmé par des compagnons de route. Mais qui est Sheila Keane? Sheila a grandi dans le centre rural de la Floride, pas dans les zones de plage habituelles, mais dans des zones occupées par des ranchs de bétail. Elle était forte et séduisante, mais dès son plus jeune âge, elle n'a pas respecté la loi, avec plusieurs condamnations pour vol à son actif. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle commence à fréquenter un homme qui a 2 décennies de plus qu'elle et l'épouse bientôt, devenant ainsi Sheila Keane. Son mari est un ancien membre du Ku Klux Klan, mais il n'est pas le premier homme adulte de sa vie. Dès son plus jeune âge, elle recherche ceux qui peuvent lui assurer une existence confortable. Son mari a repris des voitures, a des locataires peu scrupuleux, a fait des travaux dangereux et s'est retrouvé en prison pour avoir vendu de la marijuana. Pour se rapprocher de lui, Sheila déménage en Géorgie. Après sa libération, ils retournent en Floride, où elle rencontre Michael Warren et commence à travailler pour son entreprise aux côtés de son mari. Parfois, la force brute ne suffit pas à récupérer les voitures, et Sheila fait preuve de ruse. Des rumeurs circulent parmi les employés de Barnes Motors sur ses méthodes. Elle s'habille de manière provocante, séduit un client, l'amène au motel, puis, alors qu'il est sans défense, sort un pistolet. À ce moment-là, son mari et Michael Warren faisaient irruption dans la chambre, et le client, terrifié, lui remettait consciencieusement les clés de la voiture. Les employés de l'entreprise ont discuté de cette histoire encore et encore, ne comprenant pas pourquoi elle prenait un tel risque avec des hommes armés autour d'elle. Sheila voulait peut-être impressionner Michael. 2 ans après ces événements, elle divorce, loue un appartement près de son lieu de travail et se rapproche de son patron. Les habitants parlent d'elle en bien, mais notent qu'elle a un mari très amical et sociable. Il s'avère que Michael Warren passe tellement de temps avec Sheila que son entourage le prend pour son époux. Les détectives examinent les affaires financières du couple et découvrent que toute l'activité de location de biens immobiliers est enregistrée au nom de Marlène. Les avocats confirment qu'en cas de divorce, Michael ne peut compter que sur sa société et rien d'autre. En revanche, en cas de décès de sa femme, il devenait son héritier. Le principal suspect est donc Michael Warren. Mais il a un alibi. Sheila Keane, elle, n'en a pas. 2 jours après l'agression de Marlène Warren, la police découvre la même Chrysler blanche. La voiture avait été laissée avec les clés sur le contact au portail de la famille, à la grande surprise des propriétaires. Ceux-ci se sont contentés de suivre les instructions qui leur avaient été données. Quelques jours plus tard, ils ont reçu un appel leur demandant où se trouvait la voiture. Ce à quoi le directeur de l'entreprise a répondu qu'ils n'avaient rien à voir avec cela, car leur procédure habituelle de restitution des véhicules est complètement différente. Les inspecteurs vérifient les informations et constatent que le numéro de téléphone contacté par les propriétaires
provient d'un annuaire actualisé. Après enquête, il découvre la source de la confusion, l'annonce de Michael Warren. Ce dernier a utilisé le mot « rent » en gros caractères gras dans l'annonce de son concessionnaire automobile, Bargain Motors, afin que les clients potentiels confondent sa société avec Palace Rent et l'appellent. Une vérification plus poussée révèle que l'appel a été pris par un employé de Bargain Motors qui a trompé les locataires et récupéré la voiture. Cependant, son sort reste inconnu. Soupçonnant Michael Warren d'avoir utilisé la voiture à des fins criminelles ou de l'avoir transmise à un complice, les enquêteurs s'intéressent à son entourage. L'un des employés de la concession était au travail ce jour-là et ne pouvait pas faire le clown. À l'intérieur de la Chrysler, les enquêteurs trouvent de longs cheveux noirs et des fibres artificielles de couleur orange et jaune qui rappellent celles utilisées pour la fabrication de perruques bouclées. Parallèlement, les enquêteurs cherchent à savoir où ont été achetés le costume de clown, les fleurs et les ballons. Les employés du magasin Spotlight se souviennent que le soir du 24 mai, une femme est entrée juste avant la fermeture. Elle a insisté pour acheter d'urgence un costume alors que le magasin fermait déjà. Selon la description du personnel, la cliente mesurait environ 175 cm, avait des yeux bruns et de longs cheveux bruns. Elle portait un jean et une chemise d'homme, et son apparence était plutôt androgyne. Si elle avait porté un chapeau et caché ses cheveux, il aurait été difficile de déterminer son sexe. Les inspecteurs se rendent à nouveau à Spotlight avec des photos des suspects. Les employés du magasin n'hésitent pas à montrer une photo de Sheila Keane. Un autre indice important est constitué par les ballons que le clown tireur a remis à Marlène. Une vérification dans de nombreux magasins révèle que de tels ballons n'étaient vendus que dans un seul supermarché, Publix, situé à seulement 1 kilomètre de la maison de Sheila. Il n'y avait pas de caméra vidéo dans le magasin, mais l'un des employés reconnaît Keane sur une photo. La police scientifique réexamine les preuves trouvées dans la voiture du clown. Les cheveux trouvés dans la voiture appartiennent à Sheila. Les fibres trouvées dans la voiture et dans sa maison sont identiques en termes de composition, de texture et de couleur. Ils testent également un cheveu pris dans un ruban de ballon. Il a été négligé lors du premier examen, mais il a été découvert et confirmé comme étant également celui de Sheila. À ce moment-là, les époux Warren vivent dans un autre état où ils ont ouvert un restaurant rapide appelé Vache Pourpre. Leurs voisins affirment que le couple avait l'air heureux et amoureux. Cependant, le 26 septembre 2017, alors qu'ils rentrent chez eux, ils tombent dans une embuscade tendue par la police. Sheila est arrêtée car elle est soupçonnée d'un meurtre commis il y a 27 ans. La femme ne pose pas de questions, une seule chose l'intéresse. Vont-ils aussi arrêter Michael? Le procès Sheila Keane Warren est accusé de meurtre au premier degré avec une arme à feu. Le procureur Aaron Berg demande qu'aucune caution ne soit fixée et déclare son intention de requérir la peine de mort. Preuve principale, comparaison des fibres d'une perruque trouvée sur les lieux du crime avec une perruque achetée par Sheila. Les fibres de la moquette de la voiture du clown correspondent aux moquettes du domicile du suspect. Les cheveux trouvés dans le ballon appartiennent à Sheila. Néanmoins, la procédure traîne en longueur. La pandémie de Covid, les lenteurs bureaucratiques et l'apparition de nouveaux matériaux retardent les réunions. En 2022, il s'avère que la police a accidentellement rangé le dossier « Observation de clown » dans une boîte contenant les dossiers de Michael Warren. Les avocats bénéficient d'un délai supplémentaire pour étudier les nouvelles données. Le dernier mot, la mère de Marlène Warren, est décédée en mars 2023 sans que justice ait été rendue. Michael Warren n'a jamais été accusé d'avoir organisé le meurtre. Il continue d'affirmer qu'il n'a rien à voir avec la mort de son ex-femme. C'est la loi. Cependant, l'inspecteur Paige McCain, le procureur Aaron Berg et la famille de Marlène se consolent en se disant que l'affaire a enfin trouvé sa conclusion logique.
Donna Winger. Les conséquences de la violence sont dévastatrices et profondes. Violence domestique, qui parle plusieurs langues, a beaucoup de nuances et existe dans différentes communautés. Sandra Pupatello. Le 29 août 1995, le mardi, Mark Winger a téléphoné au 911 à 16h27 pour l'informer qu'un homme tue sa femme. Mark a dit le gestionnaire de jaillir de cet homme. Mark a vécu à Springfield, Illinois, États-Unis, avec ses 31 ans. Femme, Donna Winger. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils ont constaté Donna dans un état critique. C'est 7 fois frappée avec un marteau sur la tête. À côté de Donna, les laïcs de l'homme, dont la police a identifié comme 27 ans, Roger Harrington, également dans un état critique. Il a reçu 2 balles dans la tête. Les 2 d'urgence ont été transportés à l'hôpital. Roger est décédé peu de temps après son arrivée, et Donna est morte au bout de quelques minutes et n'est pas parvenue à la conscience. La police encercla la maison. Signe d'effraction n'a été. Mark, visiblement secoué, a dit à la police, qui a tiré sur l'homme, parce qu'il a vu, comme celui de l'attaque de sa femme. Mark a affirmé que c'était dans le sous-sol sur un tapis roulant, a entendu un bruit à l'étage et est allé vérifier. Il a vu que leur enfant en foyer nourricier Bailey est allongé sur un lit dans la chambre principale. Donna n'était nulle part, et après avoir entendu les nouveaux sons en bas, Mark a pris le pistolet avec des tables de chevet dans la chambre et se dirigea vers la salle à manger. Selon la Mark, il a vu, comme un homme brandissant un marteau dans le couloir, en frappant Donna. Mark tournait à l'homme, lorsque celui-ci tenta de se relever, tirer de nouveau. La police a trouvé le marteau ensanglanté, qui a été battu, et Donna. Marteau appartenait Don et Mark. À la maison, il a été trouvé le pistolet semi-automatique de calibre .045 qui appartenait à la Mark, et il a confirmé à la police que c'est à partir de cette arme il avait tiré. Mark a demandé à la police s'ils connaissent quelqu'un qui a été l'agresseur. Lui n'a pas été appelé du nom, mais Mark a demandé si c'était un homme du nom de Roger. Lorsque la police a confirmé que c'était Roger, Mark a dit « C'est la même personne qui, toute la semaine, poursuivit ma femme. » Selon la Mark, Donna, 6 jours auparavant, avait quitté ses parents de la Floride et sa mère a commandé pour elle la machine de Limousino et la société à s'est accueillie à Saint-Louis, Missouri, et a été ramenée à Springfield. Ce chauffeur a été Roger. Mark dit à la police que Donna lui a communiqué. Roger a beaucoup parlé pendant 2 heures de voyage et même flirté avec elle, en disant qu'il aime les femmes plus âgées, et l'a invitée sur le sexe des fêtes. La conversation est devenue encore plus inquiétante quand Roger a raconté ce qu'il entend dans sa tête, la voix sur le nom de la dame, qui lui ordonnait de lui causer du mal aux autres. Mark dit à la police « Il lui a fait peur. Elle a dit qu'il était très effrayant. Il a parlé de la façon de tuer des gens, éclate la machine, blesser les gens. » Donna était heureuse quand est revenue à la maison, mais dit à la famille qu'était la peur. La conversation avec le chauffeur était inquiétante et sa manière de conduite inadéquate. Mark a dit à la police que bien que Donna revienne à la maison, ce n'est pas fini. Elle a reçu des appels étranges et, à en juger par le temps, elle a estimé que leur faisait Roger. La police a trouvé dans la maison de la note, qui décrit le voyage de Donna. Mark a également dit que rapporter l'incident dans Limousinu, l'entreprise, où il a travaillé de Roger et il a été suspendu, que, peut-être, a aggravé la situation. Donna et Mark Winger. La police a trouvé la voiture de Roger, pris par Covanouille près de la maison Wingeroff. Elle a été déployée dans la mauvaise direction et à l'intérieur trouvé quelques armes, y compris le couteau et le montage. La police a décidé que la Mark ne doit pas être tenue responsable, car a agi en état de légitime défense et l'affaire a été fermée, car ils estimaient qu'il a déjà assez souffert. Mark avait l'air complètement épuisé. Il s'installe à Springfield avec Donna immédiatement après le mariage, pour le travail,
et ils ont été heureux là-bas. Donna a travaillé au Centre médical d'exploitation technicien et il était ingénieur dans le département de la sûreté nucléaire de l'Illinois. Vie de couple n'a pas toujours été facile. Quand Donna a appris qu'il ne peut pas tomber enceinte, elle était désespérée. Tout a changé quand le médecin, qui a travaillé avec Donna, a déclaré qu'une fille veut donner son enfant en adoption et a demandé « n'est pas intéressé s'il le donna ». Elle a accepté. Mark aussi, je voulais un enfant. Et le 1er juin 1995, après la mort de Donna, la marque a dû prendre soin de Bailey, qui n'avait que quelques mois, donc il est resté dans la même maison, mais a embauché une nounou, Rebecca Simic, qui l'a aidé. Quelques mois après le déménagement, Rebecca a découvert que j'étais enceinte de Mark. L'enfant a été nommé Anna. Plus tard, Mark a épousé Rebecca. Et un peu plus d'1 an après la mort de Donna, il a vendu la maison et a rompu les liens avec sa famille. Il a déménagé dans une autre ville avec Rebecca et les enfants. Ils ont eu 2 enfants, Maggie et Ben, Rebecca Simic et Mark Winger. En 1999, l'amie intime de Donna, Diane Schultz, a indiqué à la police qu'elle a eu une liaison avec Mark, jusqu'à ce que Donna était vivante, et une phrase jusqu'à sa peur. Selon Diane, Mark a dit « Il nous serait plus facile d'être ensemble s'il se donna tout simplement morte. Tu devais aller et de trouver le corps. » Elle a également dit quelque chose qui a tellement dérangé la police. Quand Mark a appris à propos de désagréables incidents avec le voyage de Donna, dit-il, « Diane que doit attirer conducteur dans votre maison. » Cela a obligé la police à nouveau de regarder le cas de Donna. Cependant, à leur grande déception, une partie de la preuve a disparu. Mark a déposé une poursuite civile contre la société de transport de Bart, voulant attirer son responsable de la mort de Donna en raison de l'action de Roger, qui était employé au moment de sa mort. L'avocat de Mark demandait la transmission des éléments de preuve et des fichiers pour une utilisation dans un procès civil. Malgré cela, la police est restée accès à une partie des fichiers et ils ont étudié les photos prises ce jour-là. Sur les photos ont été imprimés Donna et Roger sur le sol jusqu'à ce que le transportaient à l'hôpital. Cependant, la position du corps ne correspondait pas à ce que Mark a raconté à la police il y a plusieurs années. Alors Mark a affirmé que Roger était à genoux à côté de la tête de Donna et battre avec un marteau quand il l'a vu et a tiré. Selon Mark, Roger est tombé sur le dos et quand il a essayé de monter, il a tiré une fois de plus. Ses pieds avaient besoin d'être à côté de la tête de Donna, et lui, même se trouvait en face d'elle. Cependant, sur des photos prises par la police, les deux, et Roger, et Donna, gisant sur le sol, transformés en un sens. Pour la première fois, la police soupçonne que Mark pourrait être impliqué dans le meurtre de sa femme. Mais cela n'expliquait pourquoi Roger était dans leur maison ce jour-là. Presque en même temps, l'action civile, à l'issue de laquelle Mark a donné une explication possible. Société de transport de Bart a engagé un expert sur l'analyse des éclaboussures de sang, qui est venu à la conclusion que la pulvérisation indique que Mark a tué et Donna et de Roger. Roger Harrington. Avec la poursuite de l'enquête, la police a découvert de plus en plus de preuves contre Mark. La voisine de Roger, Suzanne Collins, a raconté à la police qu'elle avait entendu dire que Roger prit rendez-vous avec quelqu'un le jour de sa mort. Dans sa voiture a trouvé une note sur le secteur bancaire de dépôt Slip, sur laquelle était écrit le nom de la marque, son adresse et l'heure. Suzanne a rapporté que Roger lui a dit qu'il a accepté de rencontrer Mark pour régler la situation, de sorte que la marque s'est plaint à son chef, à sa conduite et à la conversation avec Donna. Roger est parti de la maison à 15h30. La police a suggéré que Mark lui a demandé de rencontrer chez lui à 16h30 et l'heure de la note dans la voiture de Roger a été également 16h30. Le 23 août 2001, Mark a été arrêté et accusé d'un double meurtre. L'accusation a affirmé que Mark a tué Donna et de Roger. Selon leur version, Mark voulait se débarrasser de Donna.
mais ne voulaient pas perdre la garde de leur famille d'accueil enfant Bailey, par conséquent, ne voulaient pas divorcer. Il a vu la possibilité de mettre en œuvre son plan quand il a appris sur les problèmes de Donna avec Roger. Mark a décidé que c'est une chance parfaite pour tuer Donna et les remplacer par une personne innocente. L'accusation a considéré que Mark, contacté par Roger, ils n'ont jamais rencontré auparavant, et lui a demandé de venir chez lui. Quand Roger est arrivé, Mark a admis et a tiré. La maison n'avait pas de signe d'effraction. Selon l'accusation, Donna, à cette époque, se trouvait dans la chambre à coucher principale avec Bailey, a entendu le coup de feu, descendit l'escalier et Mark a marqué son marteau jusqu'à la mort, après quoi a appelé le 911. Pour prouver que la marque séduit de Roger, l'accusation a présenté au jury une note retrouvée dans la voiture de Roger, avec le nom et l'adresse de la marque. Un jury a également appris que de Roger dans la voiture était une arme, mais il ne l'a pris avec lui dans la maison, mais au lieu de cela, a utilisé un marteau de Donna. L'accusation a été réglée, la question « Pourquoi lui, il a fallu s'il est venu pour attaquer Donna ?» La Cour a également entendu le témoignage de la marque sur ce où la Roger quand il a tiré sur lui, et j'ai vu des photos prises ce jour-là qui étaient contraires à ses paroles. Diane a donné des indications et la Cour a entendu de déclarations qui, selon elle, a fait de Mark qu'il voulait la mort de Donna. La Cour a également appris que 4 jours avant les meurtres, le 25 août 1995, Mark a demandé à sa collègue, Candice Boldin, que sera leur réception de la fille si Donna mourra. Le même jour, il a téléphoné au président de la société de transport où il a travaillé, Roger Ray Duffy, et s'est plaint d'un voyage de Donna. Après quelques jours, il est de nouveau appelé pour obtenir une liste complète et le nom du conducteur et la possibilité de discuter de la question avec lui personnellement. La Cour a entendu des informations sur les traumatismes de fond et Roger. Lorsque la police est arrivée sur place, Donna a plat ventre sur le sol et Roger sur le dos. Il a été constaté que Donna est morte d'une blessure à la tête, causée par de multiples coups de marteau sur la tête. Roger est mort d'une blessure à la tête, causée par des blessures par balle, dans la partie supérieure de la tête et au-dessus de la gauche, le sourcil. Sur sa poitrine ont été découverts des préjudices des coups de marteau. La protection a affirmé que d'étranges décisions prises par Roger le jour de la sélection des armes à garer les voitures a témoigné au sujet de son instabilité psychique, qui, à leur avis, il a vu de ses voyages à fond. En ce qui concerne la position des corps et des photos, de la protection, a déclaré que, bien que Donna et Roger étaient dans un état critique, lorsque les bénéfices, les ambulanciers, ils n'étaient pas encore morts, et les médecins puissent les déplacer, essayer de le sauver. Les ambulanciers ont nié que déplacer le corps avant que les photos ont été prises. Mark ne donna pas de témoignage à la Cour. Au sujet de Diane Protection, a affirmé qu'elle était tout simplement rejetée par la femme. Elle a eu une aventure avec Mark, et il l'a reconnue. Mais immédiatement après la mort de Donna, il a commencé une relation avec une nounou, épousa peu de temps après. La Protection a insisté pour que Diane était furieux à cause de ce qu'il a choisi de ne pas de son. Les jurés ont reconnu la marque coupable d'un double meurtre au premier degré, et il a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Donna Winger. En 2005, déjà en prison pour le meurtre, la marque a été impliquée dans le complot de la mesure de meurtre, qui a été évité. Lui incrimine Rovali tentative d'embaucher un tueur à gages pour assassiner Diane raison de son témoignage contre lui, ainsi que Jeffrey Gelmana, son ami d'enfance, qui a refusé de payer une caution d'1 million de dollars. Ont été trouvées 19 pages manuscrites, notes d'information, dont le détail indiquait que Mark voulait faire avec Diane. Il avait prévu pour son kidnapper et forcé à écrire une déclaration indiquant qu'elle a menti sur elle, et maintenant le considère comme innocent. Dans les notes également, indiquait que son besoin de tuer après la rédaction de la déclaration.
Mark a dit au jury que ce n'était qu'un fantasme, qu'il n'a jamais prévu de réaliser. Il a été reconnu coupable de solicitation of murder, incitation au meurtre, et condamné à une supplémentaire de 35 ans de prison. La mère de Donna, Sarah Jane, et son beau-père, Ira Drescher, a déclaré à CBS qu'ils ont été choqués par des preuves contre Mark. Le plus difficile est de comprendre comment il pouvait aussi brutalement et sauvagement tuer Donna. Mark continue d'insister sur son innocence. Diane a reçu l'immunité pour leur témoignage et n'a pas été tenue responsable.